Naturellement, nous sommes contents de rendre service aux gens tous les jours. Vous avez des gens dans le train qui sont en train de se déplacer, c'est parce que nous existons. Donc c'est une satisfaction de savoir que vous apportez pour rendre service aux gens. Et si nous prenions un billet de train pour le Cameroun? L'Afrique en miniature. C'est ainsi qu'on décrit souvent le Cameroun en raison de sa grande diversité culturelle qui fait du pays un formidable terrain de découverte. Nous commençons notre voyage d'exploration à Douala, l'ancienne capitale. L'influence européenne y est encore très forte. En 1884, le Cameroun est officiellement devenu un protectorat allemand. Puis, au cours de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a dû céder la place aux Français et aux Britanniques sur décision de la Société des Nations. Les 4/5 du territoire étant placés sous mandat français. Sa situation sur l'estuaire du Wouri a été déterminante pour le développement de Douala. De là, les bateaux ont vite fait de rejoindre l'Atlantique. Il n'est donc pas étonnant que le réseau ferré camerounais ait pris naissance ici. Tout près du port, le 8 mars, les femmes donnent le ton. C'est la journée internationale de la femme. Les Camerounaises portent des tenues spécialement conçues pour l'occasion, dans des tissus dont elles ont elles-mêmes défini les motifs. Si les femmes ont officiellement les mêmes droits que les hommes au Cameroun, juridiquement parlant, elles sont encore bien souvent victimes de discrimination. Mutilations génitales et mariages forcés sont encore très répandus au Cameroun. Les femmes profitent de cette journée pour faire entendre leur voix et appeler à des changements sociaux. Oui, on va dire ça. Les femmes ont beaucoup, parce que moi je suis également officier d'état civil. C'est pour vous dire que la femme, encore il y a une décennie, on ne la voyait pas monter et descendre. Mais depuis que le président de la République est là, on essaye quand même de faire en sorte que la parité soit. Nous sommes aujourd'hui au moins 4% des femmes qui sont là pour que nous marchions avec nos hommes. Parce qu'ils ont compris que nous sommes des partenaires, ils ont compris que la femme est le socle fiable d'une famille équilibrée. Ah oui. Et que sans cette femme, l'homme n'est rien. D'ici à ce que cela soit bien ancré dans la tête de tous les Camerounais, les femmes vont devoir prendre leur mal en patience et continuer à jouer prioritairement leur rôle de mère et d'épouse. Tôt le matin, nous nous rendons à la Banop, ainsi que l'appellent encore de nombreux Camerounais. Banop est une déformation du mot allemand Bahnhof, la gare. En effet, celle-ci est née sous le protectorat allemand, comme l'ensemble du réseau de chemin de fer camerounais. Nous prenons le train de 7h15 pour Yaoundé. Le prochain est à 16h, et il est plus lent, si bien qu'il nous aurait fait arriver de nuit.
Nous n'avons pas de mal à trouver des places assises car la plupart des passagers montent plus loin. Notre périple débute sur une voie dite étroite ou métrique, car les rails sont écartés d'1 mètre. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, situé au bord de l'océan Atlantique. Nous allons parcourir 262 km à partir de Douala, en traversant le littoral, l'une des 10 régions administratives du Cameroun, pour nous rendre à Edea, puis Ezeka, et rejoindre enfin la capitale, Yaoundé. C'est seulement en 1908 que les Allemands ont lancé les travaux de construction du réseau ferroviaire dans leur plus grande colonie. Pour rattraper le temps perdu, ils ordonnaient aux ouvriers de travailler à toute vapeur. Donc, disons que le chemin de fer Douala-Yaoundé fait partie d'un grand projet, de ce qu'on appelait les chemins de fer colonial allemands. Le projet était divisé en deux. La ligne du nord qui parlait de Douala, sur Konsama jusqu'à Kangaoundé, était prévue jusqu'à Kochak, et la ligne du centre, c'était ligne qui est censée aller jusqu'à Mouloumou, et jusqu'au Tanganyika. La ligne du centre, ou Mittelbahn, devait favoriser le développement économique du Cameroun. Aujourd'hui encore, la ligne Douala-Yaoundé est la colonne vertébrale du trafic ferroviaire camerounais. L'état des routes et les accidents de voitures très fréquents rendent le train plus attractif. Mais là aussi beaucoup de tracasseries, parce qu'il semble-t-il que le transport au Cameroun ne va pas très bien. Parce que vous allez à une agence, vous attendrez pendant longtemps, l'heure prévue, ce n'est pas à cette heure-là que vous partirez. Donc de temps en temps, on prend le train. Le trajet est censé s'effectuer en 4h30. Le bus met 1 heure de moins pour le même prix, soit l'équivalent de 4,50 €. S'il résiste à payer, nous travaillons avec la police spéciale des chemins de fer. Bon, ce n'est pas tous les trains que la police est à bord, mais nous travaillons surtout pour ceux qui vont dans une gare où il y a la police à destination. Nous les établissons bien en double taxe et nous les remettons à la disposition de la police. Après tout, 4,50 €, ce n'est pas si cher payé, surtout quand on a la chance de voyager au son du makossa, musique traditionnelle camerounaise. Le makossa est typique de la région de Douala. Tout ce que je peux dire à propos de Makossa, c'est un rapport avec le train, c'est les voyages que les musiciens faisaient. Les voyages que les musiciens faisaient, partant de Douala vers Konsamba, partant de Douala vers Yaoundé, pour aller animer certaines fêtes. Et dans le train, ils répétaient, ils jouaient, ils s'entraînaient dans le train. Donc parfois ils descendaient à la gare avec la chanson à la bouche. Donc voilà comment le makossa s'est baladé. Au son du makossa, les femmes dansent en décrivant des cercles avec le bassin. Il faut savoir que le makossa est issu d'une danse traditionnelle de Douala, le kossa. Danse quelque peu licencieuse où l'homme se colle à la femme en faisant des mouvements du bassin. Le makossa a donc été répandu dans tout le pays grâce au train.
Les chemins de fer camerounais sont aujourd'hui gérés par Camrail. L'entreprise appartient en grande partie au groupe français Bolloré. À en croire ses employés, celui-ci ne cherche pas particulièrement le profit. En fait, moi, je ne parlerai pas de gain. Vous savez, le transport, c'est une mission. Nous permettons aux gens de se déplacer. Bon, maintenant, les marchandises, nous permettons aux marchandises aussi de se déplacer. Donc, en termes de gain, ce qui est vrai, c'est que le transport marchandise rapporte gros que le transport voyageur. Vieille de plus d'un siècle, cette voie unique a été construite à l'origine pour le transport des marchandises. Aujourd'hui, du fait du volume grandissant des marchandises qui transitent par le port de Douala, elle ne suffit plus à assurer la totalité du trafic. Une grande partie de celui-ci s'effectue donc par camion via la route nationale numéro 3. Une route express que l'affluence de poids lourds rend très dangereuse et que les gens des environs ont donc soin d'éviter, surtout la nuit. Les camions ne freinent qu'à la station de pesage de Dibamba, où 25 000 véhicules sont pesés tous les mois. En réalité, la fonction du poste de pesage de Dibamba est de réduire au maximum les cas de surcharge. Sa fonction, on ne parlera pas d'une fonction économique. Économique, oui, parce que cela permet de protéger au maximum notre patrimoine routier. Parce que si nous laissons les véhicules avec un taux de surcharge très élevé prendre nos axes routiers, et puis très tôt ces axes routiers vont se détériorer. Le Cameroun est un important pays de transit pour des États comme le Tchad. 40% des marchandises sont acheminées en train jusqu'à Ngaoundéré, dans le nord du pays. Plus vite et moins cher. Pour le transport routier, un conteneur de 40 pieds, ça vaut à peu près 64 francs la tonne kilométrique. Mais par rail, ça fait 40 francs par mètre kilométrique, par tonne kilométrique, hors taxe. Donc ce qui nous permet les baisses de coûts de transport. Donc le train joue un grand rôle. Tout au moins jusqu'à Ngaoundéré, où s'arrête la ligne de chemin de fer. À partir de là, les camions prennent le relais. La station de pesage porte le nom de cette rivière, la Dibamba. Nous roulons à 90 km/h, la vitesse limite autorisée, à travers une plaine verdoyante qui semble s'étendre à l'infini. Les trains assurent une fonction sociale. Pourtant, c'est beaucoup plus pour les populations. Parce que comme vous voyez, nous traversons la forêt, nous désenclavons les populations, nous permettons aux populations déjà de se mouvoir. En raison de cette fonction sociale, les chemins de fer sont subventionnés par l'État qui leur dicte sa politique de prix en matière de transport des voyageurs. En matière de transport des marchandises, Camrail fixe ses prix elle-même. Nous prions pour la chasse, pour l'entrée à la chasse. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui es Dieu et qui connais toutes choses, nous te prions. Afin que toi qui es Dieu, que tu bénisses ces chasses et que tu sois au contrôle et que tu nous protèges de toute attaque de serpents, de toute attaque d'ennemis et que tu nous gardes contre toute attaque, mon Dieu, des serpents venimeux et que tu prends la première place en ces chasses et tu bénis ces chasses. Père tendre et secourable, viens donc, règne et domine. Prends la première place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous accompagnons David et ses amis à la chasse. Dans la jungle camerounaise où règne une chaleur moite et suffocante, les chasseurs transpirent à grosses gouttes. Les chiens flairent le gibier. Aujourd'hui, David vit de la chasse. Avant, il était chauffeur. Mais cette activité ne lui permettait pas de nourrir sa famille et d'envoyer ses 4 enfants à l'école. Avec la chasse, il gagne davantage. J'ai les pièges comme ça à 17. Quand j'arrive maintenant, je vois les pistes. Je tends d'abord, même 16. J'arrête un comme réserve. Quand les chiens attaquent maintenant, quand il est en train de jongler, il passe, il meurt sur le piège. Je retire, je mets dans le sac. Présenté comme ça n'a pas l'air sorcier,
Mais chasser dans ces contrées requiert une grande expérience et beaucoup de patience. Certains jours, David rentre bredouille. Aujourd'hui est toutefois un jour de chance. Il a attrapé un holacaude, ou rat des roseaux. Je vous ai fait comprendre que par la grâce de Dieu, on aura même un gibier. Et on a eu plus de 2. Voilà, les chiens ne viennent pas parce qu'ils sont derrière le mal. Le mal de ceux-ci. Les chiens, si on devait continuer à la fin, on devait l'arrêter. Le rat des roseaux est une peste pour les cultures. C'est également un gibier très convoité. Chaque animal rapporte 25 € à David. Une somme non négligeable si l'on considère que le salaire minimum est de 43 € par mois au Cameroun. Notons qu'il est interdit de transporter de la viande de brousse en train. On se rend à peine compte aujourd'hui de la difficulté qu'a représenté la construction de la voie ferrée à travers la jungle. Plusieurs ponts ont dû être construits, et notamment celui-ci qui enjambe la Sanaga. Il a fallu 4 ans pour achever la construction du tronçon Douala-Edea, long de 84 km. Donc en termes d'investissement, l'investissement allemand au Cameroun est énorme, à mon avis, est énorme. Bon, et comparativement à la durée aussi, parce que la construction allemande c'est 1884, 1914, ça n'a pas duré, mais ils ont énormément investi. Alors que la durée française était énorme, ils n'ont pas beaucoup investi dans tout ça. Le vestige le plus impressionnant de l'histoire coloniale allemande au Cameroun est un pont. S'il n'est plus emprunté par le train aujourd'hui, à l'époque de son inauguration, c'était le plus long pont de chemin de fer en arc métallique du continent africain, avec une portée de 160 mètres. Ce pont, comme tous les ponts, a une structure linéaire. On sait où il commence et où il finit. Aussi est-il utilisé par le projet artistique intitulé « Pont culturel, les flâneurs d'Edea ». Ce projet est soutenu par le Goethe-Institut, qui oppose la linéarité du pont à la confusion des Camerounais, lesquels cherchent leur chemin tels des piétons désorientés. Il est également le symbole d'une longévité et d'une solidité de relations entre le Cameroun et l'Allemagne. Donc c'est la relation entre le Cameroun et l'Allemagne qui, pour l'Institut Goethe, est symbolisée par ce pont. Ce pont qui devient le pont culturel de rencontre entre deux cultures. C'est à ces infrastructures de transport qu'Edea doit son importance. En 1891, les Allemands y aménagent une antenne gouvernementale. Avant la construction de la voie ferrée, Edea, de par sa position continentale, était la dernière ville accessible en bateau depuis Douala. Le pont colonial sur la Sanaga, érigé en pont culturel, se veut aujourd'hui, comme nous l'avons vu, le symbole du dialogue interculturel entre le Cameroun et l'Allemagne. En contrebas du pont, sur la Sanaga, nous avons un petit aperçu du deuxième sport préféré des Camerounais après le football, la course de pirogue. Autrefois, les pirogues étaient un moyen de locomotion important au Cameroun. Ces hommes rament à toute vitesse sur plusieurs kilomètres. La Sanaga, longue de près de 1000 km, est le fleuve le plus long du Cameroun. C'est une tradition culturelle respectée pour nous.
Parce que c'est de là, c'est ça qui est notre culture, c'est ça qui est notre patrimoine. Vous savez que c'est à base de l'eau qu'il y a l'économie dans le mondial. Alors c'est la pirogue qui est un outil sacré chez les Olorompo et pour nous la coutumière des Olorompo. Donc nous ne nous amusons pas avec ça. Il y a 1000 raisons pour traverser Edea et une bonne raison de s'y arrêter. Ce dicton fait référence à la fonction de transit d'Edea. De notre côté, nous avons trouvé 2 raisons de nous y arrêter et pouvons à présent nous remettre en route. À bord du train, nous faisons connaissance avec une passagère convaincue des avantages du rail. Je viens de Déa, je suis en Yaoundé. Je suis choisi le train parce que je voyage avec les enfants. On m'a dit que c'est plus sécurisant et en plus j'avais un petit travail à faire parce que dans la voiture ça ne sera pas un peu facile. Et prendre la route sera même dangereux, du fait des nombreux accidents qui ont lieu sur les routes camerounaises. La construction relativement tardive du réseau ferroviaire camerounais tient en partie à la difficulté de se frayer un passage à travers la jungle, qui s'étend sur 300 km, et également au fait que le Cameroun a été plus difficile à pacifier que les autres colonies. La chaleur, l'humidité, une longue saison des pluies et des complications en matière de ravitaillement des ouvriers ont contribué à retarder la réalisation du projet ferroviaire. Avant la construction des chemins de fer, le transport des marchandises s'effectuait à dos d'homme. Purement économique, purement économique. En fait, les Allemands avaient créé beaucoup de plantations. Vous connaissez, toutes les plantations, il fallait évacuer tous les projets de l'Interland vers la mer. Donc le premier objectif du projet, c'était en fait d'abord la personne qui avait pensé le projet de train, c'était von Morgen. Ce qu'on appelle von Morgen, celui qui a aidé à pacifier. De nos jours, de nombreuses plantations de palmiers sont la propriété de Socapalm, une ancienne entreprise d'État qui appartient aujourd'hui à 40% au groupe Bolloré. Socapalm fait l'objet de contestations pour des raisons écologiques et sociales. Ces hommes abattent chacun jusqu'à 50 palmiers par jour pour la production de vin de palme. Un travail éreintant. Je n'ai pas de mauvaises intentions envers quiconque, parce que je suis occupé. Si vous me regardez, vous verrez que je fais quelque chose de mes 2 mains. Et quand on fait quelque chose d'utile pour soi-même, on éprouve une certaine satisfaction. Lorenz travaille ici depuis 18 ans et gagne l'équivalent de 130 € par mois, soit le triple du salaire minimum. Le liquide utilisé pour faire le vin de palme se trouve au cœur du tronc. Le jus de palme coule dans le sac en plastique. Dès que le liquide vire au blanc, on parle de vin de palme. Au début, il n'est pas encore alcoolisé. Selon la tradition africaine, on doit servir du vin de palme quand les gens se marient. On peut aussi boire du whisky ou n'importe quelle autre boisson alcoolisée, mais il faut qu'il y ait du vin de palme pour que le mariage soit validé, selon la tradition africaine et camerounaise en particulier. Une coutume plutôt sympathique et peu onéreuse, le prix du vin de palme étant de 15 centimes d'euros le litre. Nous nous approchons maintenant d'Ezeka. Nous avons déjà parcouru 170 km en nous élevant de 230 mètres, quasiment sans nous en apercevoir. Aujourd'hui, il y a 2 hommes dans la cabine de conduite. Il s'agit d'un trajet de formation. Travailler pour les chemins de fer camerounais, c'est avoir un poste fixe et un salaire fixe.
le métier de cheminot est donc très convoité. Bon, en fait, ce que je peux transmettre à mon stagiaire, il y a la connaissance de la ligne, donc les points singuliers de la ligne, les montées, bon, nous on appelle les rampes. Bon, dans le langage février, on appelle les rampes, les montées. Je lui montre à tel PK, on va monter, à tel PK, nous allons descendre, donc les points singuliers, et aussi la technologie de la machine. Les cheminots ont des horaires de travail fixes et des congés payés. 2 raisons de plus d'aimer ce métier. Oui, si, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon boulot. Je suis ici, j'ai dans ta cabine de conduite. Il n'y a pas de pression, je travaille normalement. Donc, je suis vraiment à l'aise. Je suis à l'aise dans le boulot. Il faut néanmoins rappeler que pour construire le réseau ferré, les Allemands ont exploité les Camerounais en les traitant comme des esclaves et en les faisant travailler dans des conditions inhumaines. Un très grand nombre sont morts de faim ou ont été emportés par la malaria. Donc la maladie a décimé plus que le travail forcé même. Donc tout ça a créé un choc terrible. Vous avez le mot comme on appelle Jokmassi. Je ne sais pas ton Jokmassi, c'est-à-dire que je ne sais pas ton moins cher. C'est-à-dire que oui, c'est dans la mémoire collective, c'est resté pour nous le lieu de la mort. Et le train et la mort vont ensemble. Nyok-Massi désigne les esclaves de Nyok. Nyok étant le point le plus éloigné de la construction allemande, la dernière gare où s'arrêtait le train avant la guerre de 14-18, quand la ligne ne faisait encore que 181 km. Mais pour les Camerounais, c'était surtout le chantier de la mort. Peu de gens se souviennent encore que ce bâtiment était à l'origine une gare. Depuis, il a été converti en chapelle. Voyez, il y a un passage dans la Bible où David dit à Dieu, soutiens l'œuvre de mes mains. N'accepte pas que l'œuvre de mes mains se détruise. Et je crois que c'est sur ça que nous avons prié le matin, pour dire quelle est l'œuvre que les Allemands ont laissée au Cameroun. Une attitude remarquable d'humilité. Là où il n'y a plus de traces de blessures, mais quelque chose pour l'Afrique de demain. Parce que nous croyons que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Et moi, je souhaite que les jeunes comme ça qu'ils viennent, et peut-être ensemble, nous pouvons encore faire quelque chose. La ligne qui mène à Mbalmayo aurait dû être achevée en 1916. Jusque-là, le transport s'effectuait par le Nyong, une rivière navigable. Mais la guerre a réduit le projet à néant. La plus grande partie du Cameroun et l'ensemble de son réseau ferré sont alors passés, comme nous l'avons dit, aux mains des Français. Quand la guerre commence, ils sont autour de Zeka, je crois, un peu à Bidjoka, comme ça là. C'est les Français qui vont terminer. Mais les Allemands ne vont pas arriver jusqu'à Yaoundé à la guerre. Quand la guerre commence, ils ont déjà commencé. Ils ont fait le plus grand tronçon. Mais ils ont quand même construit la ligne du nord qui allait s'en Konsamba, c'est les Allemands. Et la ligne du Mittelband, la ligne du centre, jusqu'au niveau, après Zeka, la ligne, c'est les Allemands. Quand le Cameroun oriental est passé aux mains des Français, la ligne du centre est devenue la propriété des chemins de fer du Cameroun, qui ont poursuivi les travaux de construction de la voie en la détournant vers Yaoundé, où s'était établie l'administration coloniale en raison de son climat plus clément. Nous rendons brièvement visite à une tribu de pygmées. Ce sont probablement les plus anciens habitants des forêts tropicales d'Afrique. Déjà connus des Égyptiens du temps des pharaons,
Ils étaient surnommés les danseurs des dieux, du fait de leur habitude de danser pour honorer les dieux. Le nom pygmée vient du grec pougmaios, qui signifie grand comme le poing, autrement dit petit. Autrefois, ils mesuraient en moyenne 1,40 m. Dans cette partie du Cameroun, ils ont aujourd'hui une taille pour ainsi dire normale et ne vivent plus dans un isolement total. Ils restent néanmoins assez farouches et ne se laissent pas facilement approcher par les inconnus. Les pygmées vivent en harmonie avec la nature et se nourrissent du produit de leur chasse et d'autres aliments récoltés dans la forêt. De miel, par exemple, dont cet homme suspecte que ce tronc est rempli. Il le fend à l'aide d'une machette. Puis fait sortir les abeilles en enfumant l'intérieur du tronc. Pour savoir où il y a du miel, je me promène le soir entre 18 et 19 heures à travers la forêt, quand elle est silencieuse. Je guette le bourdonnement des abeilles, je repère où elles vont, et je reviens le lendemain matin chercher le miel. Nos parents procédaient déjà comme ça. Dès que nous sommes dans la forêt, nous nous installons dans un endroit calme où nous voyons les abeilles aller et venir. Et nous guettons leur bourdonnement. C'est quelque chose d'inné chez nous. Le miel est une composante importante de l'alimentation des pygmées. Ils s'en servent également pour ses vertus thérapeutiques. Jamais toutefois ils n'en prennent plus qu'ils ne peuvent en consommer. Les pygmées ne font pas de réserve. Nous reprenons notre voyage. Nous sommes maintenant sur un tronçon de voie qui a été restauré dans la deuxième moitié des années 70, grâce notamment à l'aide de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, l'établissement de crédit pour la reconstruction, une institution allemande de droit public. Le train peut donc rouler un peu plus vite. De 9 h, on est passé à 6 h 30. Peut-être cette aide est-elle à comprendre comme une tentative de réparation eu égard au calvaire imposé à l'époque aux constructeurs de la voie ferrée. Enfin, il ne faut tout de même pas croire que la durée du trajet soit toujours parfaitement respectée. Les choses n'ont pas changé depuis un siècle. Plus on s'éloigne de Douala, moins les horaires sont respectés. Cette voie ferrée a, entre autres, été construite de manière à pouvoir transporter en train l'huile de palme produite dans l'arrière-pays jusqu'à Douala. Au milieu du 19e siècle, l'huile de palme était celui des produits camerounais qui s'exportait le plus en Europe. Sa production est restée inchangée. Une semaine après la récolte, on procède à l'égrappage des régimes. Puis on met les fruits dans des fûts en ferraille avec 45 litres d'eau. De vieux bouts de tissu sont utilisés pour couvrir les fûts. On fait cuire les noix de palmier pendant 2 à 3 heures. Puis on les presse avant de les remettre à cuire. On peut récolter les fruits du palmier à huile 6 mois par an. Le litre d'huile de palme coûte environ 50 centimes d'euros en pleine saison et jusqu'à 75 centimes hors saison. Pour même transporter les noix, quand c'est beaucoup, comme vous voyez les grands fûts là,
ça passe par train. Donc nous prenons ici pour la gare, nous expédions et ça monte. Ça fait donc que nous avons une relation avec le chef de gare qui, lorsqu'il y a la fête, il reconnaît les clients. Il nous donne donc des tricots comme celui que vous voyez là. À chacun sa manière de fidéliser les clients. Difficile de le montrer à travers nos images, mais le climat camerounais est presque insupportable pour les Européens. La température avoisine souvent les 35 degrés et surtout l'air est extrêmement humide, ce qui rend la chaleur étouffante. Dans le bon vieux temps, outre l'huile de palme et les passagers, le train transportait le courrier. J'ai travaillé même d'ici, j'ai amené même la poste de Douala Yaoundé pendant 7 ans que j'ai fait ici. J'avais même le wagon où je vendais même des timbres, je laissais le courrier par les gares. Par exemple, comme Edea, Misondo, Ezeka Makak, Otele, Ngumu, Yaoundé. J'ai laissé le courrier et je vendais même des timbres. À mesure que nous montons en altitude, l'air se fait moins lourd. De plus, on propose toute une gamme de rafraîchissements ainsi que de quoi grignoter. Le tout sans qu'on ait à se déplacer. En revanche, si l'on préfère goûter à des spécialités locales, il faut descendre du train. Nous visitons Madon, où l'on prépare actuellement du mbongo chobi. Dehors, on attend l'heure du repas en dansant l'assiko, danse traditionnelle des Bassa, peuple bantou autochtone du Cameroun. Le mbongo chobi est le caviar des Bassa. C'est un plat très épicé préparé avec du pangasius, un genre de poisson-chat. Le mbongo est une épice typiquement camerounaise et l'une des 5 épices qui relèvent la sauce onctueuse du mbongo chobi. Manifestement, les bouillons cubes sont utilisés jusque dans la cuisine traditionnelle camerounaise. C'est une tradition, mais d'autres le font pour la fête. D'autres, c'est coutumière. Oui. Donc, ça dépend du choix de tout un chacun. Comme celle que je suis en train de préparer là. Ça, c'est aux environs de 4500, 5000. Même 10 personnes peuvent manger ça. 5000 francs camerounais sont plus ou moins équivalents à 8 euros. Ce plat revient donc à environ 75 centimes d'euros par personne. Au Cameroun, c'est beaucoup. Bon appétit. Si le vin de palme fait plus couleur locale, la bière est également très appréciée des Camerounais. Nous parcourons à présent les derniers kilomètres qui nous séparent encore de Yaoundé. Un libraire ambulant voyage avec nous. Yaoundé est devenue la capitale du Cameroun oriental, ou Cameroun français, en 1922. Mais ce n'est qu'en 1927 que la voie ferrée est enfin arrivée jusqu'à cette ville, située à 730 mètres d'altitude. Aujourd'hui, Yaoundé compte 1,3 million d'habitants et il y a 2 trains par jour pour Douala. Naturellement, nous sommes contents de rendre service aux gens tous les jours. Vous avez des gens dans le train qui sont en train de se déplacer, c'est parce que nous existons. Donc c'est une satisfaction de savoir que vous apportez, vous rendez service aux gens. La plupart des Camerounais se déplacent néanmoins en bus.
Il faut dire que les trains ne sont pas fréquents et le réseau ne comporte que 3 lignes. Yaoundé a été construite en 1889 par les Allemands en tant que poste scientifique. La ville servait également de base pour le commerce de l'ivoire. Quand le train arrivera-t-il à Yaoundé? On ne peut jamais trop prévoir. Disons qu'à chaque fois que nous l'avons pris, durant le tournage, il a eu approximativement 2 heures de retard. Ici aussi, le trafic routier est insupportable. Un vrai chaos. Une situation typique de l'Afrique moderne, entre héritage colonial et modernité. 70% des Camerounais sont chrétiens. Cela remonte à la fin du XIXe siècle et aux missions des pères pallottins, des prêtres catholiques allemands, qui ont fait du Cameroun un vicariat apostolique en 1905, sous la houlette de Monseigneur Heinrich Fitter. Ce dernier a fait construire la première église du pays l'année suivante. Menacée de tomber en ruine, elle a été remplacée par cette basilique à la fin des années 80. Consacrée à Marie, reine des apôtres, elle peut accueillir jusqu'à 4000 personnes. L'évangélisation du Cameroun s'est donc faite à partir de la colline de Mvolié à Yaoundé, où se réunissent tous les groupes ethniques et religieux du pays. Cette cohabitation émane de la tolérance qui se vit entre les religions. Et notre pays, je crois, œuvre pour cette tolérance. Et c'est elle qui nous permet d'être en paix et que chacun loue son Dieu dans sa spécificité. Cette tolérance face à la diversité se retrouve dans la structure même de la basilique, construite avec des matériaux venus des 4 coins du Cameroun. Cette maison de Dieu est donc une sorte de Cameroun en miniature au sein de ce pays qui est lui-même une Afrique en miniature.